Enfin, en fait, à chaque fois quand je vois que vous avez fait toutes vos actus, je vais vite fait voir ce qui s'est passé aux US. Comme ça, je prends les trucs de là-bas. Non, mais en vrai, c'est grave cool. C'est bien, ouais. Bon, allez, on est bon. Salut tout le monde et bienvenue dans le Trail qu'on aime, le podcast des passionnés de trail. Je suis Alexandre Viol, animateur du podcast, et je suis très heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode qui s'annonce riche et passionnant. Sans plus attendre, laissez-moi vous présenter l'équipe de passionnés qui va m'accompagner aujourd'hui. À commencer par celui qui tente, malgré la vieillerie, de se réentraîner de façon correcte et régulière, avec 2 belles semaines au-delà de 100 km. Nicolas Martin, comment ça va ? Salut à tous, ça va bien. Ouais, quelques entraînements. La neige a enfin disparu, qui permet de faire quelques tours dans les montagnes au-dessus de chez moi, puisque la pire période, on le rappelle, pour ceux qui vont en montagne, alors là, il y a un réchauffement, mais il faut faire toujours attention au printemps, aux villes névées qui peuvent vous envoyer dans la pente, donc c'est sympa. Et puis on monte avec plaisir ces derniers jours un peu en altitude pour trouver un petit peu de fraîcheur. Tu seras accompagné par celle qui nous a de nouveau régalé de ses talents d'actrice à travers une vidéo Insta présentant le parcours de la Maxi Race. Margot Lemap, comment ça va ? Hello, ça va super bien. Bah ouais, en ce moment des projets rigolos avec des bonnes équipes et tout, ça fait plaisir. Puis la Maxi Race qui arrive, c'est toujours un week-end que j'aime trop moi ici, donc bien contente. Il fait beau comme Nico, on commence à pouvoir aller de plus en plus haut en montagne et ça fait plaisir. Celui qui vient de nous montrer avec sa dernière vidéo YouTube qu'on peut avoir un tout petit moteur et pourtant réaliser malgré tout de très grandes performances. Mathieu Delpech, comment ça va ? Je crois que t'as pas bien regardé la vidéo, mon ami Alexandre. En effet, des nouvelles vidéos YouTube, je vous emmène sur un testing chez Rémi Rivet. Donc, on analyse plein de paramètres autour de la performance et surtout, on en ressort avec des conseils pratiques à appliquer pour cette prépa du 90 du Mont Blanc. Donc, pour les passionnés d'entraînement, ça se passe sur ma chaîne YouTube. Et du côté perso, ouais, la prépa 90 est bien lancée. Ça fait plaisir de retourner en montagne, faire des belles bambées, de faire des semaines où il n'y a pas des séances de seuil tous les 2 jours, mais plutôt des belles sorties en endurance. Et c'est ça que j'aime avant tout dans le sport. Donc, vite qu'on enregistre ce podcast et que je puisse aller faire ma grande sortie du jour. Enfin, celui qui s'apprête à de nouveau mouiller le maillot de Cap Prévention sous les chaleurs annéciennes ce week-end sur la Maxi Race, Théo Robin, comment ça va ? Yes, en grande forme, j'essaie de jongler entre le taf, les entraînements et de survivre dans le jeune bingo des trentenaires. Autour de moi, avec mes potes, c'est que des mariages, des bébés, des 30 ans, des achats, des chiens, c'est terrible, mais en tout cas, ça remplit bien l'agenda en ce mois de mai et juin. Et ouais, comme tu l'as dit, Alex, ce week-end, c'est surtout la Maxi Race à côté de la maison. Comme l'année dernière, on en a profité pour faire un regroupement avec les athlètes de la structure, donc j'aurai le plaisir de mettre un dossard sur le relais, normalement le 2e relais, et ça fait quand même mettre un réveil à minuit, donc ça va être un petit peu dur. Mais franchement, j'ai hâte d'aller faire une belle bambée en montagne et de partager des bons moments autour d'Annecy. N'oublions pas l'animateur de ce podcast, celui qui s'est fait peur sur la reco de ce qu'il attend dans quelques semaines sur l'UTPMA. Comment ça va, Alexandre Viol ? Eh ben, tout va parfaitement bien, effectivement. Petite reco du parcours en cette fin de préparation et j'ai pris un petit peu peur parce que je me suis rendu compte de l'étendue du chantier qui m'attendait dans un peu plus de 2 semaines. Donc, on va essayer de faire bien les choses, de bien se reposer et puis d'être en forme. Et puis, on espère réaliser la plus belle performance possible le 12 juin à 23h. Bien hâte en tout cas d'être au départ et de vivre cette belle aventure pour mon premier ultra. Et puis sinon, de retour d'un magnifique week-end en Lozère, sur le Lozère Trail pour accompagner 2 colibris sur la 2e manche française de Coupe du Monde de Skyrunning, Eva Delafosse et Jules Mongelat, qui ont brillé sur les terres de l'entraîneur de l'académie Léo Bonnemer, donc ça fait toujours plaisir. Une manche de Coupe du Monde sans grosse tête d'affiche, mais du coup qui a permis à la jeunesse, et notamment chez les garçons, de prendre le pouvoir, avec 4 U23 dans le top 5, dont Jules qui fait 4. Et puis bien sûr une nouvelle 2e place pour Eva qui confirme sa magnifique prestation d'il y a 3 semaines au Mathésin. Et petit clin d'œil quand même à ce superbe territoire qu'est la Lozère. Je parle souvent du Cantal et à raison parce que c'est magnifique, mais la Lozère et plus précisément les gorges du Tarn, c'est vraiment un petit bijou. Avant que tu nous donnes le programme, Alexandre, on rappelle une fois de plus à tous nos auditeurs qui peuvent nous suivre sur Instagram pour ne rien rater des extraits du podcast. Je rappelle aussi la présence des timecodes en description si vous venez écouter cet épisode pour une partie en particulier. Et puis évidemment, on doit remercier nos partenaires comme à chaque épisode. Donc merci à Brooks, la marque d'équipement de running et de trail, et puis aussi à UpTrack, la plateforme streaming sport et aventure. Le code LTQA, il est là pour bénéficier de 3 mois offerts sur l'abonnement annuel sur UpTrack. Toutes les infos en description. Et puis sinon, si vous voulez nous soutenir plus largement, c'est tout simple. Le plus simple, c'est de partager ce podcast autour de vous. Pourquoi pas sur Instagram, où on se fera un plaisir de repartager ce que vous
dites sur nous. Et puis, vous pouvez aussi noter sur les plateformes d'écoute. Merci d'avance. Sans plus attendre, Alexandre, de quoi va-t-on parler aujourd'hui ? Les amis, au sommaire de ce nouvel épisode, on débutera par les traditionnelles actus du LTQA avec la perf féminine et masculine qu'ont retenu chaque membre de l'équipe. On poursuivra avec le 3e opus de notre rubrique L'instant Popcorn, où nous vous proposons aujourd'hui de partir à la quête des 3 Big Grounds du Royaume-Uni à travers le film Big Tree, réalisé par Valentin Orange, où l'on suit Christopher Mortier tenter de réaliser ce projet fou inspiré de la légende de la Barclay John Kelly, près de 300 km à pied et 25 000 mètres de dénivelé entrecoupés de 650 km de vélo. Pour l'occasion, nous aurons la chance de recevoir Christopher et Valentin qui viendront nous raconter les dessous de ce défi hors norme. On enchaînera avec la rubrique conseils de nos experts Nico et Théo qui nous parleront de comment bien préparer les courses montagneuses qui se profilent en prenant l'exemple des courses du marathon du Mont Blanc. Puis on terminera, comme à l'accoutumée, par nos recos de la quinzaine by Uptrack. Un programme bien dense fait avec amour et passion. Le trail qu'on aime, épisode 44, c'est parti. Jingle. Le trail qu'on aime, épisode 44. Allez, comme d'habitude, on démarre avec les performances du week-end et chaque membre de l'équipe a retenu sa perf féminine et masculine qu'il a marqué durant les 2 derniers week-ends de course. Et on commence tout de suite avec Nico. Allez, on part du côté du plus gros du plus gros marathon de l'année, du côté de Zegama, fidèle à sa réputation, de la boue et encore de la boue. Et donc, à côté féminin, la confirmation que Tove Alexandersson est probablement la meilleure féminine mondiale du trail actuellement. Un record donc sur ce Zegama en 4h08 dans des conditions, comme je l'ai dit, assez complexes et pas, on pense, idéales pour la perf. Elle termine 23e au scratch à seulement 23 minutes du vainqueur, le Marocain Elouzine El Azaoui. Pour donner un comparatif, la vainqueur féminine de la seconde manche des Golden la semaine suivante du côté de la Ledro Sky Race, Caroline Kimoutai, a terminé à pile 20 minutes du même vainqueur sur une course qui était presque 2 fois plus courte. Avec, vous l'avez vu, c'était arrivé simultané des 2 vainqueurs avec ce décalage de 20 minutes entre les 2 courses. Et puis ma perf masculine reste sur cette même course. On va être un peu corporate, mais la confirmation de la montée en puissance de Daniel Patis, qui année après année passe des petits caps. 3e l'année dernière, 2e cette année où il est devancé, comme je l'ai dit, par le boss du jeu actuellement sur ces formats-là et sur ces Golden Trail, Elouzine El Azaoui. Et puis une petite question d'actu, qui sera champion d'Europe, Fred Tranchant ou Daniel Patis? En tout cas, grosse bataille en vue. On vous parlera dans le prochain épisode de ce qui nous attend sur les championnats d'Europe début juin. Théo, tes perfs du week-end? Yes, alors ça remonte à il y a 15 jours déjà, mais c'est la seconde place de Corentin Play sur l'Ultra Trail des Païens de l'Alsace by UTMB. Bon, il a échoué sur la victoire dans le dernier sprint final contre le vainqueur polonais Kamil Lesniak. Et ils ont quand même avalé 108 km et 3750 de dénivelé en à peine 9 heures. Et du coup, ça confirme sa récente victoire sur le 120 km de l'Eco-Trail. Et Corentin Play, il semble vraiment monter en puissance et j'ai hâte de voir ce qu'il va pouvoir donner sur le 120 km du Lavaredo. Et j'en profite pour noter que la plupart des athlètes, en tout cas du top 10, ont mis 1 heure de moins que prévu que les estimations sur Lifetrail. Pourtant, c'était pareil que ce soit pour le premier ou pour les athlètes, enfin, pour un athlète que j'entraîne qui a fini 7e, qui était à peu près 12e cote, et du coup, ça fait déjà critiquer le nouvel système de cotation UTMB Index. Et puis du côté féminin, c'est pas vraiment une performance sportive qui m'a marqué, mais c'est plutôt le dernier post Instagram de Marianne Hogan, où elle a affiché un très mauvais commentaire qu'elle avait reçu en story Instagram, sûrement un énorme frustré derrière son écran. Cette personne-là, elle a écrit « Elle a grossi cet hiver ». Et j'ai trouvé son post très intelligent. Elle y explique qu'il y a quelques années, elle a voulu perdre du poids. Elle a eu beaucoup de blessures, notamment des fractures de fatigue, et que son corps semblait mieux se porter ainsi. Certaines personnes ne se rendent pas forcément compte de l'impact qu'ont ce genre de commentaires et certains actes qui peuvent s'en rapprocher. Et on voit un paquet d'athlètes, en tout cas, qui peuvent tomber dans l'orthorexie, voire l'anorexie, suite à ce genre de remarques à la con. Et très clairement, je suis pas sûr que cette personne qui a commenté ce message, elle soit capable de faire moins de 24 heures à l'UTMB, contrairement à notre chère Marianne. Mathieu? Je vous emmène dans les gorges du Tarn. Tu nous as fait un petit teasing de ce qui s'est passé sur la dernière manche de Skyrunning, mais moi j'avais quand même noté, je voulais souligner la victoire de Baptiste Massot, le disciple de notre ami Sylvain Cachard, qui s'impose après une course où les erreurs de parcours ont malheureusement chamboulé le déroulé, mais au final ça fait plaisir de voir ce jeune travailleur issu du triathlon petit à petit réussir sa transition dans le trail. Là, je pense que on peut dire que maintenant il a réussi et il est premier dans le top 10, qui me fait sentir vieux avec une moyenne d'âge clairement sous les 25 ans. Malgré l'égarement des leaders, il faudra quand même rappeler que
Baptiste avait bien géré son coup avec une belle gestion, un départ maîtrisé, puis surtout un stage à la Réunion pour se préparer à la chaleur. Et je pense que ça lui aura bien servi. Et chez les filles, tu nous en as parlé, mais je voulais encore une fois souligner le début de saison d'Eva Delafosse qui continue sur sa lancée avec une deuxième place derrière l'Espagnole Patricia Pineda. Ouais, pour avoir été présent sur place, tout le monde a énormément subi la chaleur. Effectivement, Baptiste, grâce à son stage à La Réunion, c'est sûrement celui qui a subi le moins. Et pour ceux que ça intéresse, allez voir sur la page Insta du Skyrunning où il y a des vidéos d'athlètes qui, dès la ligne d'arrivée franchie, vont directement se baigner dans le Tarn pour se rafraîchir. Il y a eu des sacrées défaillances. Donc voilà, toujours rappeler que quand les premières chaleurs arrivent, bien faire attention à tout ça parce que ça peut vite faire des sacrées défaillances. Margot, toi, tu ne vas pas nous parler performance, mais tu vas nous parler actu trail américain. Ouais, moi j'ai quelques actus là qui m'ont marqué les derniers jours et notamment la signature de Rachel Entrekin chez Norda. Elle continue avec son sponsor jusqu'à 2030. C'est je pense une super nouvelle pour la marque et pour elle. Ils ont des très bonnes relations, donc quand ça marche, pourquoi changer les choses? Et puis c'est sûr que là, médiatiquement, elle prend de plus en plus de place, donc on imagine tous et toutes le nombre de demandes qu'elle a dû avoir pour les prochaines années. Donc là, c'est confirmé avec Norda jusqu'à 2030. Et pour continuer de parler de Rachel Entrekin, on le savait déjà il y a quelques semaines, mais après Chianti, elle s'alignera sur l'UTMB cette année. C'est cool de le rappeler parce que on parle beaucoup de polyvalence avec des athlètes comme Kylian ou plein d'autres, des athlètes qui globalement sont très performants sur du 20 km, 40 jusqu'aux 100 miles. Là, avec Rachel, on parle quand même de quelqu'un qui est au top niveau sur du 200 miles, sur du 100 km, comme elle a pu le prouver à Chianti. Et donc là, vraiment hâte de voir, de revoir cette athlète se batailler avec les plus grands noms sur l'UTMB, notamment avec Ruth et Courtenay si tout va bien. Donc une belle actu et ça lance bien l'été, ça commence déjà à donner bien envie d'être fin août à Chamonix. Une autre actu que j'avais notée qui je pense on peut tous débattre là-dessus après, c'est l'inscription de Jim à la Western, donc sa participation déjà officielle à la Western. Jim, il a pas fait de course qualificative. Et en fait, il a eu son dossard grâce à son sponsor Oka qui du coup sponsorise la course. Il y a plusieurs manières de participer, d'avoir son dossard à la course. La grande majorité, c'est la loterie. Il y a les top 10 hommes-femmes de l'année précédente qui sont réinvités. Et il y a aussi des dossards partenaires et quelques volontaires et tout qui peuvent avoir quelques passe-droits. Donc voilà comment Jim a réussi à se faire sa place dans l'édition 2026 pour le moment. C'est pas parce qu'il est recordman de la course qu'on lui a octroyé ce passe-droit, c'est bien parce que son sponsor Oka avait quelques précieux dossards à distribuer et ont décidé de lui donner à lui, ce qui fait totalement sens. Donc voilà, à noter ce petit twist de participation. Je rebondis juste sur ce que tu as dit, Margot. Il y a aussi les golden tickets. Hein. Ah oui, Ça pardon, paraissait ouais. évident, Ouais. mais tu n'en as pas parlé. Ouais. Et puis pour ceux que ça intéresse, ce que tu as évoqué sur les possibilités, quand vous allez sur le site de la Western, vous pouvez voir tous les engagés et notamment voir combien de fois ils se sont inscrits, puisqu'il y a un système de loterie où à chaque année, je crois que le nombre de points est doublé, et voir voilà que certains sont inscrits 10-12 fois de suite pour être tirés au sort, et puis voir ce que tu as évoqué, les sponsors. Je crois qu'il y a certaines associations aussi, c'est intéressant, et c'est vraiment le trail US un peu différent de l'Europe, puisque tu l'as dit, le recordman de la course n'a pas eu de passe droit à part celui de son sponsor pour pouvoir participer à la course. Bon, on se souvient aussi de l'année où Kylian avait voulu revenir lors de sa précédente participation à l'UTMB, où il avait dû aller faire j'allais dire une vieille course en Suisse, mais non, une petite course en Suisse pour aller choper une Running Stone, et l'UTMB l'avait obligé à aller faire cette course pour pouvoir officiellement l'intégrer au
aux participants. Bon, ça, ce sera des choses sur lesquelles on pourra débattre aussi. L'UTMB, pourquoi ne pas réinviter l'année d'après le top 10 hommes et femmes? Ça, c'est aussi un questionnement qu'on a déjà eu et que peut-être à terme l'organisation mettra en place. Mais Je crois en qu'ils tout ont mis cas, le top 5 maintenant, il me semble, si je dis top pas de 5. bêtises. Ouais. Bon, c'est déjà une. Mais il faut, ce que tu as dit, une Rolling Stone quand même. Ouais. Mm. En sachant qu'aussi sur l'UTMB, il y a aussi quelques passe-droits partenaires. Alors on citera pas d'exemple ici, mais il y a quelques athlètes qui peuvent aussi bénéficier de dossards sur l'UTMB. Là aussi en ayant besoin d'obtenir une running stone, mais certains athlètes sont pas obligés de passer par le système de qualification classique pour pouvoir obtenir un dossard. Donc ça questionne aussi sur l'équité entre chaque athlète, parce que certains peuvent bénéficier de dossards grâce à leur partenariat respectifs. Moi, je vais vous parler de Trail Breton et de Gare-les-Dents. On en avait parlé dans un précédent épisode où on avait reçu Yves Eloury, Jonathan Parizet et l'organisateur du Trail de Gare-les-Dents qui sera support des championnats de France l'année prochaine. Et le Trail de Gare-les-Dents a eu lieu le week-end passé. Et je voulais mettre en avant les performances XXL des locaux Yves Eloury et Anaïs Duval, qui l'ont tous les deux emporté sur le format phare de 72 km, qui finalement a été réduit à 67 km à cause de la chaleur. Donc Yves, que vous commencez à connaître un petit peu maintenant et que l'on avait reçu lors d'un précédent épisode, comme je l'ai dit, et Anaïs Duval, qui est une nouvelle recrue du Team Craft, qui terminait quand même 6e de la Transvulcania en 2025 et lauréate en début de saison du 54 km du Trail du Glazig, qui elle l'a emporté haut la main devant Annelise Lecaire. Yves l'a emporté avec un peu plus de 20 minutes d'avance. Et pour l'occasion, d'ailleurs, j'ai demandé à Yves et Anaïs de nous faire un petit vocal récap pour nous raconter ce que ça fait de remporter une épreuve mythique sur leur terre. Et surtout, Anaïs nous en dit un petit peu plus sur son parcours et comment elle en est arrivée à se faire un nom dans le milieu du trail. On vous laisse avec les petits vocaux de Yves et d'Anaïs et on se retrouve juste après. Salut l'équipe, merci pour l'invitation à apparaître dans votre podcast. Du coup, moi, c'est Anaïs Duval. Actuellement, je suis dans le Craft Elite Run Team France. J'ai bientôt 30 ans et je suis pure bretonne. Je suis née à Saint-Brieuc dans les Côtes-d'Armor et j'habite actuellement à Quimper au bout du monde dans le Finistère. J'ai commencé le sport en compétition par l'équitation dès mes 3 ans jusqu'à mes 22 ans, quoi, en saut d'obstacle. Et j'ai dû faire une pause à la fin de mes études pour des raisons professionnelles, une pause du coup qui s'éternise maintenant. Bon, pour dire, à part l'équitation, en sport, au niveau collège et lycée, c'était vraiment la catastrophe. En EPS, par exemple, c'était vraiment la pire matière. J'étais vraiment la mauvaise élève. J'ai commencé à fumer très tôt et j'avais une hygiène de vie pas terrible du tout. Donc en fait, ce départ de la Bretagne, pour des raisons pro et cette pause en équitation m'a permis de commencer un tournant un peu. J'ai commencé les footings, un peu le sport en salle par la musculation ou le RPM. J'ai intégré un club d'athlé à Lille en 2019. J'ai fait des premières compétitions sur route, donc 10 km semi et marathon pour découvrir la discipline. Et j'ai plutôt rejoint le monde du trail du coup en 2020. Mon grand frère en faisait déjà, ma grande sœur aussi, mon petit frère s'y intéressait. Et puis ça m'attirait beaucoup plus en fait. Donc je me suis inscrite sur un coup de tête aux 60 km de l'échappée belle. J'ai considéré dès le début plutôt cette pratique vraiment comme du loisir, de l'aventure, découvrir de nouveaux paysages, de nouveaux endroits et puis vraiment le dépassement de soi. Je considérais beaucoup moins la compétition avec les autres. J'avais plus du tout envie de faire la compétition en fait à ce moment-là. J'en avais beaucoup trop fait en équitation avec toute la pression et le stress qui va avec. Et du coup, j'avais juste envie de profiter et de me concentrer sur moi-même et de profiter de l'ambiance des courses de trail. Mais c'est plutôt fin 2022, je dirais que mon braquet a changé avec les premiers podiums, notamment sur le 65 km des Templiers. Et j'ai alors pu faire ma première course à Guerre-les-Dents en 2023 dans le team de Bretagne sur la course interceltique sur le 25 km où je finis deuxième. Avant de connaître le trail, en fait, je connaissais
quand même le trail de Guerlédan de nom, qui se situe en Centre-Bretagne. C'est vraiment la mecque du trail breton. C'est vraiment le rendez-vous annuel. Il y a toujours un gros plateau. Et du coup, j'avais tout de suite ce rêve d'un jour de pouvoir participer à ce grand format, de le finir, voire d'y réaliser un top 10. Mais j'aurais jamais pu imaginer les gagner une ou deux fois. Et c'est pour ça que les larmes, elles montent à chaque fois que je passe devant l'abbaye et que je franchis cette ligne mythique en fait. C'est vraiment une terre de trail, c'est une terre magnifique pour les amoureux de la nature. C'est un havre de paix, ce lac et tous les chemins qui sont autour. C'est un terrain très exigeant sur lequel l'athlète n'a pas d'emprise et doit vraiment s'adapter, doit composer avec sa technicité, etc. Accidenté, la raideur, c'est vraiment tout en relance, c'est très usant. Mais c'est pour ça qu'on l'aime en fait. Je sais pas si c'est vraiment mon terrain de jeu de prédilection par rapport aux longues montées et descentes en montagne que j'affectionne, vraiment particulièrement. Mais c'est un terrain et une course qui me plaît parce qu'en fait, il cherche vraiment un dépassement de soi, physique et mental et ça demande, d'être un athlète, très complet. Et puis, bah, en fait, l'ambiance, elle est sans commune mesure, hein, c'est pas la mecque du trail breton pour rien, donc c'est aussi, pour ça qu'on y va, quoi. Cette année, du coup, j'avais fait le pari d'accepter l'invitation de Jean-Claude, qui est l'organisateur et le speaker de cette course pour retrouver Anne-Lise et Margot, sur la ligne de départ. Mais c'était pas, mon point d'orgue de la saison. Le pic de forme, il est normalement prévu pour le 90 km du Mont Blanc. J'ai enchaîné des belles semaines d'entraînement avec notamment un bloc d'endurance en Auvergne dans la neige, sous 0 degré. J'avais pas forcément des jambes en pleine forme et les plus 30 degrés se sont vite fait ressentir, sur l'énergie globale, dès la mi-course. Mais j'avais en tête de pas céder et du coup, je me suis mise, en mode, robot et bah, le contrat est plutôt rempli, j'ai réussi à avancer, à manger, à boire jusqu'à la ligne d'arrivée, même si le corps était vraiment crevé, par la chaleur. Mais ça valait le coup en fait, j'avais vraiment envie de réaliser une course pleine sur le plan physique comme sur le plan mental, mais aussi pour me rassurer et me donner, encore plus de confiance, pour continuer cette belle saison, qui normalement se terminera par mon 1er 100 miles, sur la TDS. Et puis, bah, juste pour finir, j'invite vraiment, tout le monde, les montagnards aussi, même si je sais que ça peut être dur de se délocaliser de chez vous, mais à venir, tester le trail en Bretagne et particulièrement le trail de Guerlédan, mais aussi le Ménestrel ou les trails, sur la côte parce que l'ambiance, est vraiment particulière, les paysages sont magnifiques et même si le terrain peut paraître moins vallonné, sur le papier, c'est toujours, très exigeant, physiquement. Et vous verrez qu'ici, les Bretons, ont aussi beaucoup, cette passion, du trail et même du sport outdoor donc vous ne pouvez pas être déçus. Salut l'équipe et puis, à bientôt. Salut Alex, salut tout le monde. Du coup, comme demandé, je te fais un petit récap de Guerlédan et de la journée d'hier. Du coup, on a eu une journée bien chaude avec les premières chaleurs là en Bretagne, au point qu'on nous annonçait 34 degrés à l'heure de midi, à peu près 13 heures. Donc, l'orga a dû réduire un peu le parcours, donc ce qui fait qu'on est repassé à 66 pour normalement 72 sur le parcours qui devait être le parcours des France l'année prochaine, ou plus ou moins. Donc, on a eu un parcours un peu réduit, ce qui fait qu'on est passé sur un temps de course de moins de 6 heures. Un parcours un tout petit peu plus roulant, mais ça n'empêche que c'était bien chantier et bien dur, parce qu'ils nous ont gardé quand même quelques grosses portions bien usantes. C'est beaucoup de hors-sentier, de monotrace. Il y a très peu d'endroits où ça court beaucoup. Donc voilà, et j'ai eu la chance de vivre une bonne journée, d'être dans un bon jour. J'avais bien préparé mon coup avec une bonne prépa et tout s'est bien aligné. Donc bien content de remporter celle qui me manquait en Bretagne et qui me tenait vraiment à cœur. Et surtout que chez les gars, ça faisait 9 ou 10 ans qu'un Breton n'avait pas gagné. Donc voilà, content de succéder à quelques beaux athlètes bretons qui l'ont gagné et de la cocher. Voilà, je vous souhaite à tous une bonne journée. Salut. Alors encore félicitations à Yves et Anaïs pour leur victoire et puis petite anecdote aussi sur le parcours du 35 km donc qui était un parcours test pour les championnats de France de trail court l'année prochaine.
Une course où les chronos ont été figés au kilomètre 22 suite à une énorme erreur d'aiguillage qui a faussé toute la course. J'ai un ami à moi qui participait et qui m'a fait un petit débrief et qui m'a dit que l'erreur était venue sur une intersection où au lieu d'envoyer les coureurs tout droit comme les coureurs auraient dû le faire, les indications de balisage en fait indiquaient qu'il fallait partir sur la gauche. Et en fait, le balisage qui partait à gauche, c'était le balisage qui était encore présent du 72 km, où les coureurs en fait passaient avant le 35 km, sauf que cette partie-là n'a pas été débalisée. Et donc, une énorme partie du peloton s'est dirigée à gauche au lieu de partir tout droit. Il m'a dit entre 150 et 180 coureurs qui se sont perdus. Et la scène assez loufoque, c'est que la tête de course s'est retrouvée 8 km plus loin après 35 km. Ce qui aurait dû être le kilométrage de l'arrivée. Ils étaient au milieu de nulle part, sans savoir où ils étaient. Et donc là, marche arrière pour trouver le premier hameau et quelqu'un avec un téléphone pour appeler le PC course et leur dire que là, la course était complètement faussée parce que tout le monde partait dans la mauvaise direction. Et donc, des minibus ont été mis en place pour pouvoir venir rechercher les athlètes. Et il m'a aussi précisé que une partie des gens qui s'étaient perdus étaient rentrés soit en courant, soit en stop. Donc voilà, scène un peu bizarre. Et du coup, la question qui reste un peu en suspens, c'est que beaucoup de gens participaient à l'épreuve pour se qualifier au championnat de France de l'année prochaine et obtenir le V4L suffisant. Quelle sera la décision de la Fédé par rapport à ça? On vous tiendra au courant de ça, mais voilà, ça. Petite scène pas très cool et qui met pas forcément sûrement en confiance les organisateurs pour l'année prochaine, mais en tout cas, vaut mieux que ça arrive cette année que l'année prochaine sur le France. Et juste avant de terminer ces actions, on a une petite news qui vient de sortir. On a eu une info venant de l'UTMB que le parcours de l'OCC allait être modifié, Théo. Ouais, alors ça vient de sortir il y a à peine 10 minutes quand on enregistre. Le parcours de l'OCC du coup va être modifié. Après le col de Balme, ça va continuer de monter direction la tête de Balme, puis il y a une légère redescente et enfin on va remonter vers l'aiguille des Posettes. Et la montée à la Flégère ne va plus se faire et en gros ça va se terminer un petit peu comme la MCC et ça va ressembler un petit peu à la fin de l'OCC de l'année dernière du coup, et on va être sur une course qui sera un petit peu plus longue avec 60 km et 3500 mètres de dénivelé. Et juste, tant qu'on est sur Chamonix, j'ai une petite anecdote avant qu'on passe à la suite. Pendant qu'on est en train d'enregistrer, il y a Benjamin Mougel qui est en train de nous faire une dinguerie là dans le cavé de Chamonix pour tenter de faire 100 000 mètres de dénivelé le plus rapidement possible. Et il s'avère que on l'a croisé samedi matin en train de descendre à côté du cavé pendant que j'étais en train de faire la reco de la première partie du 90 du Mont Blanc. Je me dis tiens, j'ai l'impression de le connaître lui. Ça serait pas Benjamin Mougel. Et après j'ai oublié, j'ai pas cherché à savoir plus loin. Et là j'ai vu les infos que c'était bien lui et qu'il est en train de nous faire un truc d'une autre planète. Donc voilà. Eh ben parfait, on va pouvoir passer à l'instant popcorn. Je vous l'ai dit, on a la chance de recevoir Christopher Mortier et Valentin Orange. On a enregistré l'interview avec ces deux garçons juste avant de démarrer l'épisode au complet avec l'équipe. Donc on vous laisse avec l'enregistrement et on se retrouve juste après. Salut les gars, merci beaucoup d'être là et d'avoir accepté notre invitation pour venir parler avec nous du film Big Tree qui vient tout juste de sortir sur Uptrack. Alors pour donner un petit peu de contexte, Christopher, tu t'es lancé le défi l'an dernier d'enchaîner les 3 Big Rounds au Royaume-Uni et de les rejoindre à vélo. En chiffres, ça donne 300 km à pied avec près de 25 000 mètres de dénivelé positif et 650 km de vélo. Les Big Rounds, en quelque sorte, c'est un petit peu des GR, comme on peut retrouver chez nous, qui sont réalisés à chaque fois en moins de 24 heures pour pouvoir être validés. Ces 3 Big Rounds se situent au Pays de Galles avec le Paddy Buckley Round, en Angleterre avec le Bob Graham Round et enfin en Écosse avec le Charlie Ramsay Round. Un défi fou inspiré par le quadruple finisseur de la Barclay, le Britannique John Kelly. Valentin, toi tu étais présent sur place pour tourner les images et réaliser le film. Première question pour toi, Chris. Pourquoi ce défi et puis comment l'idée de réaliser tout ça t'est venue? Pourquoi ce défi? Parce que ça faisait 2 ans que j'avais du mal à finir mes courses. J'avais fait la diag, du moins j'ai commencé la diag et au bout du 28e kilomètre, j'ai bâché pour diverses raisons. L'année qui suit, donc en 2024, je bâche la Pika Pika aussi aux 2 tiers de la course. Et en fait, je me suis rendu compte que je courais pour les mauvaises raisons. Donc, moi, dans ma tête,
j'avais l'impression d'être hyper fort et que je voulais rentrer dans un team. Et en fait, voilà, j'ai pris le chemin à sens inverse, entre guillemets, sans vraiment poser les bases, sachant qu'en plus j'étais plus jeune, donc se lancer dans l'ultra et vouloir être compétitif dans l'ultra à 22, 23 ans, c'est quand même compliqué. Et du coup, je voulais un peu remettre l'église au centre du village avec un projet off où je regroupe des amis et qu'on se fasse un beau projet tous ensemble où il y a aucune pression extérieure à part passer un bon moment et découvrir de nouveaux paysages pour courir. Alors, t'as quand même pas choisi le défi le plus simple, on va dire. C'est assez curieux comme choix finalement de se dire je vais essayer d'enrayer la machine du DNF en tentant un défi qui sur le papier paraît complètement fou. C'est pourquoi avoir choisi ce défi-là alors que peut-être tu aurais pu choisir quelque chose d'un peu plus accessible, on va dire? Ouais, en fait, c'est pas tellement le défi qui me. Le défi est fou, mais c'est aussi tout le chemin en fait qu'on parcourt à partir du moment où je me lance là-dedans et le moment où je suis en Écosse et que j'arrête. Tout le chemin en fait, il est hyper enrichissant. J'apprends énormément de choses sur moi et sur ma pratique, sur comment je m'entraîne, etc. Donc ça, c'était super cool et je pense que sur un projet plus simple entre guillemets, j'aurais peut-être pas eu les mêmes sensations et les mêmes problématiques qui se sont posées n'auraient peut-être pas été les mêmes. Et, euh, et ouais, je voulais faire quelque chose en off, vraiment un off qui s'est jamais fait encore, à part John Kelly qui a fait la première trace. Et voilà, découvrir de nouvelles choses et en même temps, c'est se découvrir soi-même. Donc c'est cool de pouvoir faire ça en découvrant de nouveaux paysages et en se découvrant soi-même sur un projet comme ça. Alors, juste avant que tu nous dises un petit peu quels enseignements tu as tirés là, avec le recul, je le disais, ça fait une petite année là que tu as réalisé le défi. Je le disais, les big rounds, c'est un petit peu comme des GR, on va dire, comme on peut retrouver ici, mais en réalité, dans le film, on se rend vite compte que sur le terrain, on peut pas dire que ce soit des chemins tout tracés, assez faciles à suivre. On a même l'impression que c'est souvent du hors-sentier, des parties très techniques. Chris, toi, comment, avant que je donne la parole aussi à Val qui lui aussi a fait pas mal de kilomètres sur le terrain, comment tu pourrais décrire justement le terrain sur place et est-ce que tu t'attendais à ce que ça soit aussi technique et peut-être aussi hors sentier? Alors je m'y attendais parce que du coup j'avais contacté John Kelly pour échanger un peu là-dessus. J'avais aussi contacté Martin Kern et Navel Passera qui sont les deux premiers Français à avoir fait le Paddy Buckley et le Bob Graham. Et je m'attendais un peu à ce que ce soit un chantier. De là à que ce soit aussi chaotique entre guillemets, je m'y attendais pas forcément dans le sens où il y a rien de balisé, il y a aucun balisage, il y a pas c'est pas comme chez nous où les GR sont à chaque intersection, t'as un balisage. Là-bas, il y a rien du tout, tout s'est fait à la carte. Donc on a tout géré avec les montres GPS et les téléphones. Et après les sentiers là-bas, c'est quand même très sauvage. Nous, sur ce que j'ai fait sur le Paddy Buckley et le Bob Graham, je pense qu'on a rencontré des gens sur une dizaine de kilomètres. Donc sur 220 kilomètres et quelques, il y avait des gens sur 10 bornes et le reste, c'était du caillou et des moutons tout le long. Donc c'est assez particulier, c'est très différent de chez nous. Parce qu'en fait, on a l'impression d'être loin de tout, mais au final, on voit les villes, on voit toutes les villes qui sont en contrebas. Et c'est, l'ambiance est singulière et c'est totalement différent de chez nous, que ce soit même l'ambiance au niveau des chemins,
la mentalité là-bas, c'est à l'opposé de chez nous, je trouve, et c'est ça qui est cool aussi. Valentin, ton ressenti là-dessus, parce que toi, en plus de devoir faire des kilomètres, tu dois faire des kilomètres avec pas mal de matos sur le dos à chaque fois. Donc, toi, ça a été quoi ton ressenti au niveau, quand tu as découvert les sentiers là-bas? Mais moi déjà, je m'étais préparé à être mouillé pendant une semaine. J'avais amené des sacs plastiques, j'avais amené plusieurs paires de chaussures en me disant que le matériel allait prendre très cher parce que on allait au Royaume-Uni et en plus on finissait en Écosse. Et en ayant discuté un petit peu aussi avec Naël et Martin, ils m'avaient montré des photos où eux, ils étaient partis là-bas au mois de mai, ils avaient eu de la neige, ils étaient en gants et en bonnet. Et finalement, on a eu beaucoup de chance puisqu'on a eu une super météo, à part le premier matin pour le départ sur le Paddy Buckley. Et donc déjà ça, c'était pour moi, pour la partie logistique, la partie image, c'était quand même un facteur assez important, ça nous a quand même facilité les choses. Et après, ouais, je rejoins Chris. C'est assez particulier l'ambiance qu'il y a là-bas, puisqu'on n'est pas en haute montagne, mais on a l'impression d'être en haute montagne à certains endroits, et notamment en Écosse, où en gros le plus haut sommet, c'est le Ben Nevis, il culmine à 1300 mètres d'altitude, et quand on est là-bas, on est dans la caillasse, on a l'impression d'être à 3000 dans les Alpes, et ça, c'est assez perturbant. Et c'est une ambiance, bah voilà, avec l'ambiance anglo-saxonne, quand on traverse les villages. Alors, on n'a pas traversé beaucoup de villages, mais à chaque fois, ouais, en fait, on était dans notre bulle. C'était assez particulier aussi, c'est que on était un groupe de 8 ou 9 personnes. On avait deux véhicules et en fait, on s'est déplacé au Royaume-Uni. On n'a pas croisé grand monde, on n'a pas discuté avec beaucoup de gens. On a fait notre projet un peu dans notre coin, vu que c'était pas une course, il n'y avait pas d'organisation, personne nous attendait, et personne n'était vraiment au courant de ce qu'on faisait. Et nous, par contre, on a fait tout ça, on a traversé tout un pays, donc c'était super intéressant. Et ouais, je rejoins Chris sur les paysages, c'est très vert, il y a des endroits très caillouteux. Il n'y a pas trop de traces, il n'y a pas de refuge de montagne, il y a pas de chalet en altitude, donc c'est vraiment différent de ce qu'on trouve, de ce qu'on a l'habitude de voir dans les Alpes et dans les Pyrénées. Est-ce qu'il y a des grandes disparités entre les trois rounds, ou globalement ça se ressemble ça se ressemble beaucoup, ou est-ce qu'il y a un round qui est beaucoup plus technique qu'un autre, qui justement a fait une ambiance un peu plus haute montagne, comme tu peux le dire, comme t'as pu le dire, pardon, Val, avec l'Écosse. Chris, raconte-nous, toi, est-ce que t'as l'impression de vraiment d'avoir visité à chaque fois trois pays différents ou pas? Euh, Globalement, je trouve que les deux rounds, parce que du coup, bon, je spoil personne, mais j'ai pas fait celui d'Écosse. Mais les deux premiers rounds, il y a beaucoup de similitudes. La première, c'est la flotte. Le terrain est rempli et gorgé d'eau. Je pense que à chaque point d'assistance qu'on avait fait, je faisais 1 kilomètre et j'avais les pieds déjà qui étaient trempés parce que tu t'évolues dans des tourbières, et il y a beaucoup de chemins en fait où la trace passe, où en fait c'est du hors-piste, donc t'es à même la pampa dans les pentes et dans les champs. Donc ça c'est le dénominateur commun. Après il y a beaucoup de cailloux aussi sur les deux rounds. Et ce que moi j'ai pu rencontrer, c'est que il y a des parties qui sont assez simples et assez roulantes entre guillemets, avec quand même du caillou, et on a des parties très techniques, très alpines, où tu évolues sur des crêtes. Et là ça fait vraiment pas rire parce que les parties les plus techniques, en fait, moi, je me les suis faites de nuit, pas parce que j'avais envie, hein, mais parce que c'était comme ça en fonction des heures de départ et de mon avancement. Et au final, assez sketchy parfois quand tu passes dans des endroits hyper escarpés de nuit où au final t'as du brouillard à couper au couteau, tu vois pas à 5 mètres et tu dois trouver un sommet parce qu'il faut le valider.
Là, c'est assez compliqué et c'est pour ça aussi que j'avais des pacers, justement pour me faciliter la tâche là-dessus parce que c'était assez contraignant là-dessus, surtout la nuit. Le jour, c'est assez logique tu suis la crête et les sommets que tu vois, mais de nuit, beaucoup plus compliqué. Et après, oui, on a eu beaucoup de chance sur le temps. Ça, c'est même. On a eu des locaux en Écosse qui nous ont dit qu'ils avaient jamais vu le Ben Nevis autant de fois d'affilée dans la semaine. Donc, c'était de la chance, à mon avis. Mais non, les paysages et les terrains là-bas sont assez uniques et très différents de chez nous, hein. Concrètement, comment ça se passe pour valider le round? Je l'ai dit, il y a une règle un petit peu dans la confrérie des rounders, je sais pas comment si on peut l'appeler comme ça, qui dit qu'il faut arriver à boucler le round dans moins de 24 heures pour pouvoir le valider. Dans les faits, ça se passe comment pour pouvoir officiellement le valider tout ça? Alors sur les 2 premiers rounds, donc le Paddy Buckley et le Bob Graham, il y a un club qui existe, où, en fait tu dois pour valider ton entrée dans le club, donc c'est moins de 24 heures par round et en fait l'idée de la trace c'est de relier ils appellent ça des Munro, c'est des sommets, que tu dois relier entre eux. Sur le premier round, il y en a 47 sommets. Sur le deuxième, il y en a 42. Et sur le Ramset, on a 24. Et en fait, la trace, il y a une trace qui est disponible sur le site du Paddy Buckley et sur le site des 2 autres rounds. Mais elle n'est pas obligatoire dans le sens où du moment que tu valides chaque sommet, c'est bon. Et après, pour faire valider ça, en fait, surtout sur le Bob Graham, faut apporter des preuves, donc photos et temps de passage à l'appui. Donc ça, pour la petite anecdote, personne ne le savait à une semaine du départ, mais du coup, j'avais créé une appli un peu en mode pirate sur Excel pour que chaque pacer ait une appli avec un truc tout con où ils avaient juste à prendre une photo et ça renseignait le nom du sommet, le temps de passage et si c'était validé ou pas. Et comme ça, tout était envoyé après sur un dossier Google pour que moi, par la suite, en rentrant en France, on puisse gagner du temps sur ça, là, sur cette validation aussi. Mais ouais, l'idée, c'est de valider chaque sommet et de faire la trace en moins de 24 heures. Et après, bah, tu fais valider ça et tu rentres dans le club des rounds. Et il me semble que là, à l'heure actuelle, sur le Bob Graham, ils doivent être 2000, quelque chose comme ça, à avoir fait la trace. Et sur le Paddy Buckley, ils doivent être 700 ou 800 à avoir validé en moins de 24 heures. Mais après, c'est des rounds et en fait, c'était des sentiers de randonnée qui sont pas du tout connus du grand public et surtout des Français, j'ai l'impression, parce que sur le Bob Graham, moi, je suis le 6e Français à avoir fait le Bob Graham en moins de 24 heures. Après, je sais pas s'il y en a qui l'ont fait en plus de 24 heures, mais en tout cas, je suis le 6e Français sur le Bob Graham et sur le Paddy Buckley, je crois que je suis le 3e ou 4e. Ouais, Donc, c'est vrai que c'est pas très connu, quoi. d'où l'intérêt du film, c'est de découvrir les paysages et aussi le principe de ces roms qui, c'est vrai, reste assez méconnu. Le Bob Graham avait été un petit peu connu grâce à Kylian quand il Ouais, avait tenté, qu'il avait battu le record, il me semble. ouais, c'est ça. Il avait fait en 2012, je crois, ou quelque chose Ouais. comme ça. Il avait fait le record. Et c'est pour ça aussi que bah, c'est le plus connu hein, des Mm. trois. Et c'est vrai que les autres, en fait, sont pas du tout connus. Moi, il y a plein de personnes qui pourtant sont dans le milieu du trail, hein, quand tu leur parlais du Royaume-Uni et ils disent bah ouais c'est un pays plat limite il y a pas trop de dénivelé et tout. Et en fait quand tu leur donnes les mensurations de chaque round, bah ils se disent ah, en fait ouais ça c'est raide et tout. Et puis quand tu leur après quand ils ont vu les images
Ils se sont dit, ok, ça fait pas trop rigoler, quoi, parce que les sentiers sont hyper techniques. Le premier round, le Paddy Buckley, là, il a été. Maintenant, on connaît un peu plus parce que Ouais. c'est là où il y a la course Snowdonia. Exactement, ouais. En Ouais, gros, ouais, c'est à peu près dans le même secteur avec le mont ouais, Snowdon notamment. Snowdon Mountain, c'est la Ouais. plus, c'est le mont Snowdon, c'est le sommet le plus haut et il fait partie du round. Et je pense que par contre, le Ramsay Round, c'est le moins connu et celui qui est en Écosse, il est. D'ailleurs, il y a peu, Chris, tu vas pouvoir me confirmer, je crois qu'il y a très peu de personnes qui l'ont fait en moins de 24 heures. Ouais, c'est le moins, bah, c'est le plus difficile. Et puis surtout en fait en Écosse, la particularité de celui qui est en Écosse, c'est qu'il y a très peu d'endroits où tu peux où il y a de la civilisation entre guillemets. Sur les 2 premiers rounds, il y avait 5 points de passage, 5 points d'assistance, qui sont en plus répertoriés sur l'itinéraire qui est conseillé. Alors que sur le Ramsay, il y a 2 points où possiblement l'assistance peut venir. Un point qui est au 66e kilomètre, où là, tu es à 1 kilomètre d'une route. Et nous, on avait matérialisé un premier point d'assistance au 33e kilomètre, mais en fait, l'équipe d'assistance devait faire 7 kilomètres sur un chemin pour venir, à moins d'avoir un 4x4, chose qu'on n'avait pas, mais ouais, beaucoup plus sauvage au niveau du Ramsay Round. Et ouais, c'est une région où c'est vrai qu'instinctivement on se dit pas un peu moins l'Écosse, mais notamment l'Angleterre avec donc le Bob Graham qui est dans la région du Lake District. Et pour y avoir été une année en traversant l'Angleterre en voiture, on s'est dit, oh, il y a un parc national, on va s'arrêter. On s'attendait pas à grand chose. Et puis en fait, on a été hyper agréablement surpris déjà de la beauté et surtout de à quel point c'était escarpé et très technique, alors même qu'on n'était pas du tout haut en altitude. Donc c'est vrai que en tout cas, le film donne très envie d'y retourner et d'aller découvrir un peu plus loin, notamment au Pays de Galles et en Écosse. J'avais une question sur peut-être la gestion aussi du sommeil, et j'aimerais bien poser la question à Val, et peut-être tu vas extrapoler avec l'équipe de Chris. Vous le disiez, vous étiez 8 personnes. Ça a duré un petit moment le séjour. Val, toi, comment tu as géré la partie sommeil et la partie aussi se rendre sur les points, quelle partie privilégier pour réaliser des images? J'aimerais bien avoir ton retour en tant que réalisateur là-dessus. Il y a un travail d'étude de cartes avant chaque projet. Moi, j'ai l'habitude de faire des projets A comme ça sur plusieurs jours qui sont assez fatigants et assez compliqués parfois parce que les accès sont difficiles. Donc là, en fait, tout bêtement, je prends la trace et je regarde où sont les routes les plus proches et puis je regarde s'il y a des sentiers qui permettent de rejoindre cette trace. Je regarde aussi sur Google Maps les zones enfin, qui paraissent jolies, en tout cas vue du dessus. Et après, l'idée, en gros, c'est de rejoindre Chris le plus de fois possible à des endroits différents pour avoir une variété de paysages, mais aussi pour pouvoir le suivre à différents moments de la journée avec une lumière différente. Donc là, on partait sur des bases de 24 heures à chaque fois. Donc, euh, c'était plutôt simple dans le sens où il y avait quand même, sur les 2 premiers rounds, il y avait une répartition assez homogène des points de passage et des points d'accès. Alors après, on a quand même beaucoup marché. En moyenne, on faisait entre 10 et 15 kilomètres aller-retour pour retrouver Chris. À certains endroits, c'était beaucoup moins, mais il y a certains points qui étaient assez loin. Et après, pour le sommeil, l'avantage, c'est que Chris, il avait besoin de dormir, donc du coup, nous, on en profitait aussi pour dormir, même si lui, il avait un peu plus de mal que nous à s'endormir, parce que lui, il avait toute l'adrénaline du défi. Mais en gros, la nuit, forcément, on limite aussi les points de prise de vue, puisqu'il n'y a pas, enfin, voilà, c'est logique qu'on ne puisse pas filmer les paysages. Donc, du coup, on se contente de filmer plutôt sur les points de ravitaillement, là où il y a un peu de lumière. Donc là, ça permet aussi de faire des siestes. Et puis après, entre les rounds, là, on en profitait quand on avait des temps de pause
pour filmer, pour dormir et pour se reposer. En fait, c'est un peu comme. Alors, moi, j'ai jamais fait d'ultra distance sur plusieurs jours, mais je pense que le corps il s'adapte et au début, forcément, il faut prendre le rythme, mais au bout d'un moment, en fait, on continue. Enfin, le corps s'adapte et je pense on s'habitue à un rythme qui est de manger un peu à des heures irrégulières, dormir un peu quand on peut, et puis donc en fait nous on avait l'avantage aussi d'avoir un van, donc on avait deux véhicules, et donc bah, forcément dans le van c'est quand même il y a quand même un peu de confort, donc on peut aussi faire des récupérer et puis voilà. Mais après c'est sûr que c'est des projets qui sont très fatigants, c'est souvent après coup qu'on accumule de la fatigue, et là on était parti il me semble 12 jours avec 7 jours de défis et donc de captation vidéo non-stop. Et puis on a fait beaucoup de routes aussi parce qu'on est parti des Alpes pour rejoindre le Pays de Galles en 2 jours. On a suivi donc le premier round au Pays de Galles. Ensuite, on a pris la route puisque Chris prenait son vélo. Je crois que la première portion, elle faisait 270 km pour rejoindre le Lake District. Et ensuite, on est remonté en Écosse. Là, c'est pareil, c'était 300 km, il me semble. 370. 370 à 28 km/h de moyenne. Et après, il fallait redescendre jusque dans les Alpes. Et là, ça nous a pris un peu de temps, mais c'est des projets qui sont incroyables. Moi, j'adore les projets off, puisqu'il y a des belles histoires à raconter. Là, c'était vraiment un projet très singulier dans un univers qu'on connaît peu. Donc, c'était aussi, l'idée, c'était voilà, de mettre en lumière aussi ces paysages, de les découvrir en même temps. Mais voilà, ce qu'on découvre aussi dans le film, c'est bah, toute la partie quête perso, où je voulais aussi montrer un coureur inconnu qui avait, enfin voilà, qui avait des blessures aussi un peu plus profondes et qui avait besoin de se retrouver. Euh, on avait une équipe aussi qui était super intéressante avec des personnalités assez marquantes, comme Stéphane Brognard, qui est un personnage assez atypique et qui est assez marquant dans le film, avec quelques petites phrases assez chocs. Et puis, mais c'est voilà. Moi, j'ai tendance à dire sur ces projets-là, il y aurait même un film à faire sur l'aventure, en plus du défi en lui-même. Mais c'était une super expérience et on en garde tous des très très bons souvenirs, même si c'est fatigant. Justement, rapidement, Chris, la relation que tu as avec Stéphane, donc, qui est ton entraîneur, Ouais. qui aussi doit jouer un peu sur la partie préparation mentale. C'est vrai qu'on le voit beaucoup dans le film et il a quelques phrases, quelques belles punchlines. Rapidement, ta relation avec lui et à quel point c'est important aussi d'avoir des gens qui sont capables à certains moments de dire les choses et de te parler un peu cru. Bah moi, Steph, ça faisait 4 ans qu'on s'entraînait ensemble. Euh, donc, moi, quand je lui ai présenté mon projet, lui comme moi, on était un peu destinés à le faire ensemble, entre guillemets, dans le sens où c'est ce genre d'aventure, il est coutumier de ce genre d'aventure, et puis même avoir quelqu'un comme ça à ses côtés, c'est hyper enrichissant. Et après, moi, ce qu'il me fallait aussi, surtout avant et aussi pendant, c'était une franchise que seul lui a, je pense. Parce que j'en avais besoin et parce que j'en ai besoin au quotidien en général. Et donc non, c'était super intéressant qu'il soit là, même en termes d'expérience, etc. Il a apporté toute son expérience durant la prépa et aussi durant bah, la semaine, hein, parce que voilà, c'était le doyen entre guillemets de l'équipe. Et il y avait beaucoup de personnes plus jeunes, donc avoir quelqu'un comme ça qui puisse driver aussi un peu tout le off avec l'orga, etc., parce qu'il a déjà vécu ce genre de choses, c'était super cool. Et ça permettait aussi à ma compagne et à ceux qui s'occupaient de l'assistance de se délester d'un poids, entre guillemets, de devoir tout gérer sur la partie off, justement, de l'assistance. Et avec le recul là maintenant, et quel
quel bilan tu fais de cette aventure et surtout quels enseignements tu penses en avoir tiré? Bah déjà, maintenant je sais pourquoi je cours, dans le sens où maintenant je cours pour mon plaisir personnel, même si je le faisais un peu avant, mais c'était pas dans les mêmes, c'était pas la même optique. Et c'est surtout aussi au niveau de tout ce qui est entraînement, etc., ma gestion de l'effort, où bah là du coup j'ai énormément appris sur moi-même, parce que bon, avant de partir là-dessus, moi le seul truc le seul gros truc que j'avais fait avant, c'était en 2022 où j'avais fait le grand trail de Serre-Ponçon, donc le 160. Mais entre 2022 et quand on part en 2025, je pense que le seul ultra que j'ai fait, c'était la montagnarde, parce que les deux autres grosses courses, je les avais bâchées. Donc en fait, tu doubles ta plus grosse distance que tu as déjà fait, et en termes de temps, tu fais 5 ou 6 fois plus. En non-stop surtout, parce que bah, tu as 5 jours d'affilée quand même. On est parti le lundi matin à 7h et j'ai arrêté le vendredi vers 17-18h. Donc là-dedans, tu as seulement 12 heures de sommeil. Donc ça commence à piquer un peu quand même. Et au final, tu apprends énormément de choses. Et c'est aussi par la suite, quand tu rentres, quand tu fais le débrief de tout ça, où tu te rends compte de beaucoup de choses. Moi, je pensais que physiquement, j'étais prêt. Après, je me suis entraîné avec mes capacités de temps, mes capacités financières, etc. Je me suis entraîné au maximum de ce que je pouvais faire. Mais au final, tu te rends bien compte que bah, pour faire 300 et 25 000, ne serait-ce qu'en courant, déjà, c'est presque un tort. Hein, donc, faut quand même bouffer du kilomètre. Et en plus de ça, tu te rajoutes 650 km de vélo à faire. Donc c'est pas, comme dirait quelqu'un de notre équipe, c'est pas une mince. Donc ouais, il y a énormément d'enseignements sur tout ça. Et ce qui est bien, c'est que bah, maintenant je suis reparti sur d'autres projets et je sais à quoi m'en tenir sur mes capacités physiques à l'heure actuelle. Et c'est que du plus, et c'est génial de repartir sur des bases comme ça où au final tu te connais de plus en plus, quoi. Val, je vais te donner la dernière question, la question un peu compliquée de devoir me pitcher le film en quelques mots pour donner un petit peu envie aux gens qui suite à cette interview auront peut-être envie d'aller voir le film, mais avec tes mots de réalisateur, qu'est-ce que tu pourrais leur dire pour vraiment leur donner envie, leur faire franchir le pas d'aller sur UpTrack et de lancer le film? Alors pour moi, c'est un film qui met en avant des paysages, comme on l'a dit, singuliers, uniques, qu'on n'a pas l'habitude de voir à l'image. Mais à côté de ça, c'est surtout une quête perso d'un coureur qui se cherche, qui cherche aussi à exister dans le monde du trail. C'est une aventure humaine. On- c'est pas un film qui est que sur Chris, mais c'est aussi sur 9 autres personnes qui l'aident à accomplir ce défi. Euh, je trouve que voilà, c'est au-delà des chiffres, au-delà des mensurations qui parlent pas forcément au grand public. Je trouve que c'est un film qui permet aussi de découvrir autre chose, découvrir un projet qui mêle aussi deux sports dans un environnement moi j'aime beaucoup Harry Potter, j'aime beaucoup les films anglo-saxons, c'est une autre ambiance. Donc on mêle un peu tout ça, on mêle le trail, on mêle le sport, on mêle la quête perso. Le... Donc c'est un film qui, je pense, peut trouver plusieurs publics. Et voilà, pour les amoureux de grands espaces, les amoureux de belles montagnes, de beaux paysages, je pense que là, on est ravis. Magnifique. Et ben on va conclure là-dessus. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir été présents avec nous. Et puis en tout cas, nous, on a regardé le film, on a beaucoup apprécié. Donc j'espère que les auditeurs auditrices auront aussi envie d'aller voir tout ça. Et bien, on vous souhaite
bonne continuation. Christopher, on espère te revoir très vite sur les sentiers avec un dossard peut-être. Et puis sinon, sur un futur projet off. En tout cas, on suivra ça avec attention. Et puis Valentin, je crois que tu as de beaux projets de films qui arrivent tout bientôt. Donc, on se dit à très vite et bon courage, les gars. Merci. Merci à vous. Allez, encore merci à Valentin et Christopher d'avoir été présents avec nous. Et je le rappelle, pour toutes celles et ceux que ça intéresse, on vous redonne le code LTQA à utiliser sur Uptrack pour bénéficier de 3 mois d'abonnement offert. On va pouvoir enchaîner avec la rubrique conseils où aujourd'hui Nico et Théo vont nous parler de comment bien préparer les courses montagneuses qui arrivent. Et pour cela, ils nous ont pris l'exemple des courses du marathon du Mont Blanc. Messieurs, c'est à vous. On espère que vous avez commencé vos préparations quand même pour les courses du Mont Blanc parce que c'est un petit peu tard au moment où on enregistre, mais ça vous donnera quelques pistes pour finir votre prépa et puis pour les prochaines courses. Allez, une présentation rapide des 3 formats un peu phares de ce week-end du marathon du Mont Blanc du côté de la vallée de Chamonix. Le 23 km du Mont Blanc, anciennement appelé le Cross du Mont Blanc, près de 1700 mètres de D+, et seulement la moitié en négatif, un départ roulant sur les balcons nord, puis une ascension 2 temps vers la Flégère, puis une traversée vers Plampras, lieu de l'arrivée. Le 42 km, le fameux marathon du Mont Blanc, 2600 mètres de D+, une première partie assez roulante jusqu'au Tour, puis l'ascension des Posettes, suivie d'une descente plutôt roulante en direction de Valorcine, une remontée assez rapide et roulante vers le col des Montées avant de reprendre le parcours du 23 km, sauf que maintenant, arrivé un peu après la Flégère, dans la combe de Charnanon, on redescend dans la vallée pour arriver place du Triangle de l'Amitié. Une course ultra complète, mais qui prime souvent quand même les bonnes gestions, et notamment avec la deuxième partie qui est souvent exposée à des conditions climatiques assez difficiles si on est dans une période un petit peu chaude. Et puis c'est la course qui chaque année grandit et qui ouvre le bal de ces courses dans la vallée de Chamonix, le 90 km avec 6200 mètres de D+. Course sur laquelle notre Matt Delpech sera au départ cette année pour essayer de nous refaire un podium comme en 2021. Donc c'est plus ou moins le tour de la vallée de Chamonix avec une incursion en Suisse du côté du barrage des Mossons. Globalement, beaucoup de marches avec les bâtons, des longues descentes plus ou moins techniques, néanmoins 10 km roulants après le tour pour aller jusqu'au bois. Partie souvent assez clé des courses, notamment devant. Et puis après les bois, il y a cette terrible montée vers le Signal, une course qui est quand même plus complète qu'il n'y paraît, même si bien entendu, elle est très montagneuse. Donc premier point, personne ne sera surpris, on est sur des terrains de montagne, donc dans la mesure du possible, c'est bien d'aller s'entraîner sur ce terrain spécifique. Bon, ça nous paraît assez évident pour nous qui vivons tous dans les montagnes, mais c'est pas le cas de tout le monde. Mais je conseille à tout le monde quand même d'aller faire au moins un week-end avant ses objectifs en montagne. Alors pas forcément dans les Alpes, mais dans un des massifs montagneux les plus proches de chez vous. Quels que soient les parcours, les montées sont longues et globalement avec des portions quand même assez raides. Ça a un impact quand même majeur sur la majorité du peloton qui consiste au fait qu'il faudra marcher. Et ça, c'est très important de l'intégrer, de le travailler. Ça, c'est un défaut qu'on constate souvent. Les gens s'entêtent à courir alors qu'ils préparent des courses où ils vont passer 80 à 90% du temps à marcher dans les parties montantes. Donc en caricaturant un petit peu pour une grande partie du peloton, la meilleure prépa pour le 90 notamment, c'est peut-être de faire de la rando itinérante avec des descentes en trottinant. Ça sera quelque chose de très spécifique. On vous conseille quand même d'intégrer quelques week-end chocs. Bon, pour moi, le dernier, je pense que Théo ne contredira pas, mais c'est plutôt à 3 semaines avant la course. Après, c'est quand même une prise de risque. Et puis, ça serait bien. Alors, ça, c'est toujours dur de donner des conseils. Ça dépend vraiment de l'expertise de chacun et du temps de course notamment, mais de s'approcher de volume et du D+, de la course objectif sur 2 ou 3 jours, avec une alternance de longues montées, de longues descentes. Ne pas sous-estimer le travail au niveau des sollicitations excentriques, que ce soit sous forme de renforcement, de séances vraiment spécifiques ou de thématiques, par exemple de faire des descentes rapides au cours de vos sorties longues. Au niveau de la planif, vous pourrez consacrer vos week-ends à ces blocs de volume et profiter de la semaine pour entretenir un petit peu plus vos qualités de coureur, même si on le rappelle que le week-end choc, l'une des idées, c'est de concentrer un petit peu son volume hebdomadaire sur 2 ou 3 jours. Bon, négligez pas quand même ses qualités de coureur parce qu'il y a quand même quelques sections sur toutes les courses où il faut savoir courir. Et puis surtout, pensez à bien assimiler ces week-end shots qui doivent qui, comme je l'ai dit, servent à condenser un petit peu votre volume.
Et puis, évidemment, on n'allait pas faire des énormes charges sur ces week-ends-là, tout en continuant à avoir vos routines classiques le reste de la semaine. Et globalement, après ces week-ends, je pense qu'on peut conseiller au moins 48 heures quasiment off, en tout cas sans course à pied, pour bien assimiler. Je crois que Théo avait quelques petits ajouts. Ouais, pour compléter rapidement, je pense que c'est aussi important de s'exposer dans la mesure du possible, évidemment, à de très longues bosses. Quand on regarde en fait la trace GPX, la première bosse, c'est la montée au Brévent, et si on regarde les stats, c'est 10,7 km pour 1450 de dénivelé. Donc clairement, ça s'improvise pas, surtout qu'on est encore qu'au début de l'été. Et si vous êtes déjà entamé au ravito du Buet, c'est mauvais signe pour la suite. C'est pas une course que j'ai eu la chance de faire malheureusement, mais il me semble aussi qu'il peut faire vraiment froid là-haut au petit matin, parce que le départ il est à 4h45, et donc les premiers seront en altitude aux alentours des 6h, 6h30, et à mon avis, à 2450 mètres d'altitude, ça peut faire un petit peu frais, donc ça peut être intelligent d'emporter sur soi, en fonction de la météo évidemment, au moins un bœuf, des manchettes, et pourquoi pas des gants pour ceux qui sont sensibles au niveau des doigts. Et puis si on reprend une séance clé que j'avais donnée l'année dernière à une athlète qui avait bouclé cette course-là aux alentours des 15 heures, c'était 20 minutes d'échauffement libre. Ensuite, la première partie avec du fractionné, c'était 3 fois 15 minutes marche-bâton appuyé autour de SV1 avec une récup de 5 minutes. S'en suivait 3 heures de rando-course sur un ratio montagnard. Donc si on prend le ratio de la course, c'est à peu près 10 km pour 600 de dénivelé. Et puis dans la dernière descente, le but c'était de faire un petit peu d'excentrique pour stimuler un petit peu le RBE, c'est les Repeated Bout Effect. En gros, c'est l'adaptation à l'excentrique. C'était 2 fois 300 mètres de dénivelé négatif bien appuyé. Et puis la fin, retour au calme. Allez, très bien. Vous avez toutes les billes pour préparer le 90. On va passer au 42 km, qui est une course globalement à la difficulté un petit peu croissante. Donc, il y a un impact majeur du pacing, même si bien entendu, c'est toujours important. Première partie roulante donne toujours lieu à quelques enflammades, pour ceux qui suivent le live, notamment avec des pop-corn légendaires dans la suite de la course. Dites-vous bien que la course elle commence au tour, ça sera bien assez long à partir du tour pour vous exprimer sur ce qui reste sur le parcours. Quelques idées de séances spécifiques, notamment une, un petit échauffement classique, 30 minutes vers le premier seuil plutôt en terrain roulant, donc là on simule un petit peu le start entre Chamonix et le Tour, 30 minutes un peu au-dessus de ce premier seuil dans une montée raide, là on vient un petit peu simuler ce qu'on va vivre dans la montée des Posettes. Ensuite 15 minutes de nouveau vers le premier seuil sur du terrain vallonné, un petit peu la remontée en direction du col des montées, puis finir par 15 minutes de nouveau autour du seuil 1 pour simuler un petit peu la partie finale de la course. Alors là, on parle pas forcément des meilleurs coureurs qui sont sur des intensités un peu plus élevées que ce que j'ai décrit, mais pour une grande majorité du peloton, déjà courir autour du seuil 1 sur un marathon du Mont Blanc, ça sera bien assez offensif en termes de prise de risque. Je vous conseille notamment un élément dont on va parler ensuite, mais inclure des prises glucidiques sur ces types de séances pour votre entraînement digestif. Et puis voilà, petit complément, Théo. Ouais, bah, tu as déjà dit l'essentiel. J'étais bien d'accord avec toi sur le fait que c'était hyper important de bien connaître son SV1 et de le connaître sur différentes métriques. C'est en gros, quelle est à peu près votre allure à plat autour du SV1, quel est votre FC autour de ça. On peut aussi se fier aux sensations au RPE, et on peut regarder aussi les mètres par heure, notamment en montée. Mais c'est surtout aussi important de savoir comment évolue son SV1 au fur et à mesure de la course, parce que son SV1 sur fraîcheur, c'est clairement pas le même qu'au bout de 4, 5, 6 heures de course, voire plus pour la majorité du peloton. Et puis ce que je rajouterais aussi en séance d'intensité par rapport à ce que tu as dit, c'est des séances de descente sur terrain roulant. Les descentes du parcours du marathon du Mont Blanc, elles se courent quand même assez vite, et c'est un format maratrail, donc c'est quand même assez rapide, et c'est surtout la descente entre la Flégère et Chamonix qui se court rapidement, surtout la fin de la descente qui est quand même pas trop technique à mon sens, donc ça peut être vraiment pertinent d'intégrer des descentes sur des chemins, des DFCI ou des routes avec des fartleks type 10 fois 1 minute ou 3 fois 5 minutes appuyées ou encore 2 fois 10 minutes. Mais attention évidemment à s'exposer progressivement à ce genre de contraintes qui peuvent être vraiment très exigeantes. Sinon, vous allez vous mettre une balle dans le pied plus que vous entraînez. Et puis comme Nico le disait sur le Weekend Shock, je pense qu'après des grosses séances de descente, ça peut être pertinent de faire au moins 48 heures sans intensité. De toute façon, les courbatures devraient vous le rappeler naturellement. Ouais, très très bien. Bon, on rappelle sur la fin de course, tu as parlé du SV1. Bon, au bout de 5-6 heures, souvent on fait ce qu'on peut quand même aussi. C'est la survie. Pour le 23 km, c'est une sorte de mini-marathon avec quand même cette particularité de terminer en bosse. Je l'ai dit au début, qu'on finit à Plan-Prat. Pour ceux qui connaissent pas, on est 1000 mètres au-dessus de Chamonix à l'arrivée du KV qui a lieu le vendredi soir.
Pour vous entraîner spécifiquement, moi je vous conseille de travailler des transitions entre une pré-fatigue en terrain roulant, donc les 10 premiers kilomètres de la course qui sont sur les balcons nord pour ceux qui connaissent. Donc bon, c'est quand même pas tout plat, hein, on est plutôt en montée, mais c'est quand même beaucoup plus roulant que le reste de la course. Et puis derrière, faut être capable d'enchaîner avec 2 montées, notamment une première dans le Béchar. Puis une descente assez technique pour retrouver la montée de la Flégère. Moi, ce que je vous conseille, c'est quand même d'arriver en bas du Béchar en étant quand même encore capable. Alors, je dirais pas d'accélérer, mais de pas trop subir la montée qui est quand même compliquée vers la Flégère. Avec l'horaire du cross, il peut faire quand même assez chaud sur ce versant qui est bien exposé. Et puis surtout, un long balcon final qui est sur le papier pas forcément très difficile, mais qui avec la fatigue accumulée avant peut vraiment donner lieu à des grosses difficultés, surtout si on est en mode survie, quoi. Et après, pour préparer cette course, moi, ce qui me semblait pertinent d'évoquer, c'était potentiellement de faire des séances sur tapis, surtout pour ceux qui n'ont pas du dénivelé autour de chez eux. Et ça permet de gagner du temps parce qu'il n'y a pas forcément du coup le temps de redescente. Et ça permet de faire vraiment des longues bosses au mini-tro. Et typiquement, ça peut être des séances 4 fois 10 minutes au tempo ou encore 2 à 3 répétitions de 20 minutes au tempo. Et le fait de s'entraîner en salle aussi, ça peut permettre de s'exposer à la chaleur de manière progressive. Excellente transition, Théo, puisqu'on va parler, avant de parler de chaleur, on va parler un petit peu de nutrition. Cette période de l'année est souvent marquée par la chaleur. Faut donc le prendre en considération, notamment sur vos volumes d'hydratation et aussi sur la dilution de vos boissons énergétiques. À ces périodes, moi, je conseille quand même d'éviter de partir uniquement avec du liquide sous forme de boisson énergétique et de toujours avoir une flasque d'eau entre guillemets pure pour ajuster vos apports hydriques sans forcément augmenter les apports glucidiques. Parce qu'en effet, c'est assez complexe d'anticiper ces besoins réels en amont de la course et notamment avec les fortes variations de température qu'on peut avoir sur un 90 où tu t'en as parlé, ça peut être peut-être pas dire gelé au sommet du Brévent, mais il peut faire 4-5 degrés et pour autant on peut vivre du 30 degrés, voire plus sur les moments qui sont exposés en après-midi. Donc si vous partez par exemple sur un exemple de 60 grammes de glucides par heure dans votre flasque de 500 ml, faut faire attention si vous consommez 1 litre, notamment en fin de course, parce qu'il y a 1 litre heure en fin de course parce que il fait très chaud, faites attention à pas exploser vos prises de glucides parce que si vous continuez à doser vos flasques à 60 grammes heure, vous allez avoir 120 grammes juste dans la boisson, quoi. Et un petit rappel sur la nutrition du jour J qui s'improvise pas, qui doit être testée et validée en amont, notamment sur le fait, j'ai parlé un petit peu au cours des séances P de l'entraînement digestif, essayez de pousser votre entraînement digestif un peu au-delà de ce que vous visez le jour J. Un exemple un peu arbitraire, hein, mais si vous tolérez du 70-75 grammes heure sur des sorties de 3 à 4 heures, vous devriez pouvoir tolérer du 60 grammes heure le jour J et notamment dans la durée, puisque on s'entraîne quand même assez rarement de manière spécifique pour une course du durée du 90 pour la majorité des gens où ça va être au moins du 15 heures d'effort, quoi. Et je compléterai vite fait que l'idéal, je pense, ça peut être d'acheter une gourde filtrante pour pouvoir se servir dans les ruisseaux, dans les fontaines où l'eau n'est pas contrôlée. Ça permet d'avoir plus d'eau tout au long de la sortie et d'en avoir entre les ravitaux. Et en plus de ça, vous avez de l'eau fraîche, donc quand il fait chaud, c'est doublement utile. Et ça peut être vraiment pertinent, même pour vos sorties longues en montagne. Exemple, j'ai un athlète qui a tenté la semaine dernière une fontaine dans un village sans filtre. Il a été malade toute la semaine. C'était une semaine en plus d'affûtage, donc résultat c'était DNF au bout de 30 km sur le très difficile trail des Allobroges dans le Brévon. Donc clairement je pense que l'achat d'une gourde filtrante pour ceux qui font du long et de l'ultra, c'est un banger. Allez, dernier point, il vous aura pas échappé que le climat français se réchauffe et statistiquement il y a plus en plus de chances que la canicule ou au moins une certaine chaleur vienne frapper la vallée de Chamonix à la fin du mois de juin. Faut donc anticiper ce phénomène et éviter d'arriver un petit peu la fleur au fusil. Pour l'adaptation à la chaleur, on en a déjà parlé dans des épisodes précédents. Vous avez 2 types de stratégies. Les stratégies qu'on dit passives, donc du bain chaud, du sauna. Si tu as d'autres idées, mais c'est bon, c'est les principales, les autres choses qui peuvent ressembler à du sauna. Et puis il y a une deuxième type de stratégie, celle dite active, donc faire du home trainer couvert, du footing couvert. Ceux qui suivent Thomas Cardin notamment, qui prépare la Western States, ont vu qu'il a fait de nombreuses sorties avec sa doudoune, puis bien habillé.
Et puis une autre des manières, notamment en ce moment, puisqu'en ce moment je vous conseille pas d'aller faire des footings couverts vu les températures qu'il fait, une pratique aux heures chaudes. Je voulais juste rajouter quand même le fait d'être assez vigilant, notamment sur les pratiques passives et surtout dans le bain chaud. C'est Louis Calais qui a remporté l'ITOI, qui en parlait sur le média Course Épique dans un podcast. Il a fait toute une stratégie de bain chaud à 41 degrés et il disait quand même qu'au début il n'arrivait pas à tenir le protocole et qu'il était pas loin de l'hyperthermie à chaque fois et que ça nécessitait que sa compagne soit à côté de lui lors des premières sessions. Donc faites bien attention quand vous vous exposez sur des sources de chaleur, notamment sur les premières. Une technique qui peut être faite, c'est de cumuler par exemple votre entraînement et puis de finir par un bain chaud. Vous verrez, le stress est assez immédiat. Bon, je le fais pas régulièrement moi parce que j'ai pas de baignoire, mais les fois où j'ai cette chance-là, c'est vrai que c'est un bon stimuli. Après, comme tout, je vais en parler, mais faut pas non plus vouloir faire trop dur d'un coup, hein. Il y a de l'acclimatation comme tous les stress. D'après certains travaux, il semble qu'il faudrait aller 10-12 expositions dans les 3 semaines qui précèdent l'épreuve. En considérant que les activités d'entraînement dans des conditions chaudes, elles peuvent compter dans ces expositions, et notamment elles sont un peu maximisées par le travail d'intensité. Bon, attention à un petit warning, là on enregistre un petit peu dans la phase de canicule qui a lieu en France. Pour la majorité des gens, je vous déconseille quand même le travail d'intensité quand il fait très chaud, parce que ça peut avoir plus des effets délétères que productifs, et puis malheureusement on n'est pas à l'abri, même quand on est entraîné, de faire des hyperthermies malignes d'effort, et donc faut quand même être vigilant. C'est bien de vouloir s'adapter, après ça reste du sport. Et voilà, donc pour donner un petit peu un exemple, vous pouvez avoir un entraînement dans votre semaine du style home trainer couvert, footing couvert, avec vraiment, je le conseille pour l'avoir expérimenté avec certains athlètes ces derniers temps, que de l'endurance au début. Si vous êtes bien couvert, notamment sur home trainer où il n'y a pas beaucoup d'échanges thermiques parce qu'on se déplace pas, on voit des FC qui dérivent progressivement, même avec des métriques externes associées, notamment de puissance, qui sont assez basses. Une exposition passive pour ceux qui peuvent, puis 2 entraînements classiques aux heures un petit peu chaudes. Bon, bien entendu, il faudra moduler ça puisqu'on n'est pas à l'abri que dans la phase proche du 90, on est un retour de période plus fraîche et où là c'est un peu dur de faire des entraînements chaleur. Bon, dans ce cas-là, vous pouvez utiliser le tapis, ça peut faire un peu doublon avec ce que parlait Théo tout à l'heure sur les longues bosses sur le tapis. Et ce qui semble intéressant, c'est aussi de pouvoir faire ça un peu en aigu, c'est-à-dire à l'approche de la compétition. Ça peut permettre des fois de gérer un peu sa charge d'entraînement, puisque si elle baisse sur le côté un peu plus spécifique, on peut remettre peut-être un petit peu de contraintes liées à la chaleur, puisque c'est selon moi quand même la grosse difficulté quand même actuelle de l'acclimatation à la chaleur dans un sport comme le trail, c'est comment on cumule les besoins de travail spécifiques avec le stress environnemental type chaleur qui font que on peut vite faire exploser sa charge d'entraînement. Donc vigilance, et puis faites-vous accompagner aussi peut-être par des professionnels pour leur déléguer un petit peu la gestion de tout ça. On a juste un dernier point qu'on n'a pas évoqué, mais le jour J, c'est les stratégies de cooling. Hyper important, ça c'est vraiment quelque chose, pour l'avoir vécu cette année du côté du Grand Raid du Ventoux. On était pourtant que fin avril, mes premières petite chaleur, mais bon, la chaleur, il y a la température un peu ambiante, mais il y a aussi quand on est en plein soleil sur des rochers qui réverbèrent la lumière et la chaleur, faut vraiment penser quand même à, si vous avez des assistances, à avoir de la glace, de l'eau fraîche à porter, notamment sur les ravitaillements. Et puis Théo en a parlé, mais il y a quand même pas mal de ruisseaux, il y a quand même beaucoup de neige cet hiver, donc à mon avis, il y aura encore pas mal de ruisseaux qui coulent au moment des courses du Mont Blanc, bien s'arroser. Ceux qui avaient suivi le live avaient vu Thomas Cardin, on reparle de lui, prendre une belle douche dans la montée de la Flégère l'année dernière. Donc vraiment, dès que vous vous sentez pas très bien, dans des environnements chauds, très souvent, les difficultés viennent de l'incapacité un peu du corps à gérer la régulation, enfin la thermorégulation, et donc souvent se refroidir, ça permet souvent de retrouver une seconde jeunesse entre guillemets, dirais-je, dans ces conditions assez complexes. Ah oui, je vais juste préciser un petit peu les zones qui peuvent être intéressantes à refroidir. Évidemment, c'est les extrémités, donc la tête, les pieds et les mains, et puis ça peut être aussi au niveau du cou et du pli inguinal, que ça peut être pertinent
de faire couler de l'eau fraîche au minimum. Ouais, parce qu'on leur rappelle très rapidement, mais le principe c'est que le sang sert à transporter la chaleur des muscles vers la peau, vers la surface, là où va se faire l'échange thermique. Donc si vous venez refroidir notamment les grosses artères, vous favorisez entre guillemets cet échange thermique et ça vous permet de vous réguler et prenez le temps de le faire. Souvent, on voit des gens qui prennent pas le temps de le faire et en fait, l'effet délétère de la chaleur peut être tel que c'est pas les même 5-10 minutes que vous allez perdre dans la course à vous refroidir qui auront un gros impact sur votre temps final et si ça a un impact, il sera à mon sens plutôt positif. Magnifique. Merci beaucoup les gars pour ce très bon brief sur les courses du marathon du Mont Blanc et surtout sur les stratégies de cooling et comment bien gérer la chaleur. On va pouvoir passer à la dernière rubrique de l'épisode, les recos de la quinzaine by Uptrack, et on commence tout de suite avec la reco de Margot. Moi, je vais recommander un documentaire qui est accessible sur YouTube. Il fait 1h30 à peu près. C'est en anglais. C'est l'histoire en fait de deux frères, un qui du coup a produit le documentaire et son frère qui du jour au lendemain s'est pris de passion pour les oiseaux après un trip de LSD, je crois, ou un truc comme ça, et du jour au lendemain, il se lance le défi de vouloir connaître tous les oiseaux qui existent dans son livre d'oiseaux familial. Et en fait, le documentaire est filmé sur quasi 2 années, où ils partent avec une vieille voiture. C'est même pas un van, ils dorment dedans et ils s'adonnent vraiment à cette mission pendant 2 ans. Et ils découvrent tout ce monde des birdwatchers qui sont passionnés d'oiseaux, et il y a une appli où il y a des classements de qui voit le plus d'espèces d'oiseaux, dans quelle région et tout. Enfin bref, c'est un monde complètement à part et décalé, et parfois quand je vois ça, je me dis mais est-ce que les gens qui ne pratiquent pas le trail nous voient de la même manière? Est-ce que en fait ce monde n'est que plein de petits mondes de gens passionnés? Et non, c'est vraiment marrant pour le coup, c'est deux personnages complètement décalés, donc c'est vraiment marrant, et c'est sur YouTube, c'est gratuit, c'est cool. Ça s'appelle Listers. Trop chouette. Mathieu, ta reco. Moi aussi, c'est sur YouTube et c'est aussi deux frères. Et là, ces dernières semaines, j'ai pas trop consommé de nouveaux trucs, mais je voulais rappeler qu'il faut aller suivre le petit duo. Ce que je voulais souligner, c'est que souvent ils sont pris pour des petits rigolos parce qu'ils font aussi des formats assez marrants sur YouTube et ils ont tendance à un petit peu être la chaîne de la sous-performance. Mais là, ce début de saison, quand même, on peut que souligner le niveau qu'ils ont réussi à montrer quand même. Finalement, ils ont réussi à montrer ce qu'ils faisaient à l'entraînement, avec un podium en espoir au championnat de France de trail court de Juju, le petit frère, et au championnat de France de montagne, une septième place au scratch et une 12e pour Nico, le grand frère. Donc, c'est quand même pas négligeable. Et ils racontent tout ça sur leur chaîne YouTube, toujours avec beaucoup d'humour. Et franchement, je peux que vous recommander d'y aller. Ouais, très très impressionnant. Comme tu dis, à toutes celles et ceux qui pensaient que c'était juste des rigolos, les deux performances qu'ils ont sorties aux France de course en montagne, quand on voit la densité et le niveau qui était présent, c'est vraiment vraiment impressionnant. Et moi, j'étais très très impressionné par Nico, qui sur un format court pour lui a été très impressionnant, et une 13e place aux France de montagne. Je pense qu'il y a beaucoup d'athlètes qui en rêveraient. Nico, ta reco? Allez, je fais une reco qui va avec le climat actuel. Donc, ça s'appelle dataclimat.fr, un site qui recense les diverses données météo et permet de faire des comparaisons avec les normales. Pourquoi ça? Parce que je suis attristé d'entendre, de voir divers commentaires dans les médias, sur les réseaux sociaux, et je me dis que nous sommes encore qu'à l'étape de l'éducation sur ces sujets. Quelques chiffres pour balayer ce qu'on peut entendre parfois, alors même si c'est très minoritaire. Au cours des 24 derniers mois en France, on a eu 3 mois sous les normales. Je rappelle que les normales, c'est les 30 dernières années, donc les normales actuelles, c'est 1991-2020, donc c'est pas le climat des années 60. Ça prend déjà en compte une partie du réchauffement qui nous impacte. On a eu 3 mois sous les normales, donc juin 2024 pile dans les normales, septembre 2024 moins 0,3 degrés et septembre 2025 moins 0,1, donc en gros que des mois très très proches des normales pour les anomalies négatives, on va dire. Et pour les anomalies positives, on a eu, alors j'ai pris que 2 exemples, mais juin 2025 plus 3,3 degrés et février 2026 qui a été très enneigé malgré, donc on a l'impression que c'était un gros hiver. On était 3,5 au-dessus des normales. Et ce mois de mai qui était plutôt frais, notamment avec pour ceux qui sont allés en montagne le week-end de l'Ascension, un peu de neige.
qui était globalement frais en début de mois et qui va se finir avec une anomalie positive sûrement supérieure à 1,5. Alors je sais pas exactement, mais on était à plus 0,5 là avant la canicule, et j'ai regardé ce matin, on était déjà à plus 1,5. Plus 1,2 je crois, donc voilà, ça croît, et je trouve ça intéressant de se rendre compte que on finit par être un peu décorrélé de la réalité du climat, de ce qui devrait être à force de vivre des épisodes de chaleur. 35 degrés fin mai, c'est pas normal. Théo, une reco musique, comme tu as l'habitude de nous en faire. Ouais, encore une reco musique et encore une reco YouTube. Pour les amoureux d'électro, il y a un B2B légendaire de 2 heures qui s'est passé à Londres entre Fred Again et Thomas Bangalter, qui est un des 2 membres des Daft Punk. La musique, elle est absolument zinzin, c'est exceptionnel. Et ce qui rend l'écoute encore plus appréciable, et ça j'insiste vraiment, c'est que pour une fois, il n'y a pas de pub dessus, parce que Fred Again, il a enlevé la monétisation sur cette vidéo, et clairement, ça mérite d'être souligné, et il me semble que le set est aussi dispo sur SoundCloud. Et puis moi, je termine avec une reco documentaire sur la plateforme de replay de France TV qui s'appelle France TV Slash, documentaire qui s'appelle Team Joule. C'est un documentaire sur la star marseillaise qui montre à quel point il a bouleversé le rap français, à quel point il arrive à rassembler derrière sa musique bien au-delà du microcosme marseillais. Un rappeur à contre-courant du show business qui arrive à fédérer autour de lui avec de belles valeurs de diversité et de partage. Donc moi, ça m'a réchauffé le cœur de voir ce documentaire. Et puis en bonus, un petit son là, que j'ai découvert le week-end dernier grâce à quelques colibris fans de Jul. C'est le son Toi et moi, voilà, que j'aime beaucoup. Donc pour celles et ceux que ça intéresse, je vous invite à aller écouter ça sur votre plateforme d'écoute préférée, comme vous pouvez écouter d'autres podcasts sur toutes les plateformes de podcast. Et on a terminé avec l'épisode du jour. Merci à toutes celles et ceux qui sont allés jusqu'au bout de cet épisode. On espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à nous faire vos retours soit sur le canal YouTube X que vous trouvez sur le compte Instagram de Mathieu, soit directement en message perso, soit en nous laissant bien sûr des jolis petits commentaires une nouvelle fois sur vos plateformes de podcasts préférées. Les épisodes sont aussi disponibles sur YouTube pour ceux que ça intéresse. Merci beaucoup les gars, merci beaucoup Margot d'avoir été présent. On se dit à bientôt et rendez-vous dans 2 semaines pour un nouvel épisode. Ciao ciao. À très vite. Salut. Salut à tous.